Il est midi, premier point sur l'actualité régionale à la mi-journée. Bonjour à tous. 2 morts dans un crash d'avion hier à Bron, dans la banlieue lyonnaise. Les occupants de l'appareil de collection se préparaient à rejoindre l'aérodrome de Darrois, près de Dijon. Alerte aux bactéries dans les bassins d'un aire de Loire à Nevers. Depuis samedi, par arrêté municipal, la baignade est interdite. Et puis notre page été du jour nous emmènera dans les hauteurs des forêts bourguignonnes. Nous irons à la découverte de ces granges échassiers dont l'Alsace n'a pas le monopole, les cigognes blanches et les cigognes noires. C'était la grande nouveauté de l'année à Nevers. Elle aura fait long feu. La baignade sur les plages de la Loire est depuis samedi interdite. Les autorités ont hissé le drapeau rouge sur les 2 bassins. La présence d'un taux trop élevé de bactéries dans l'eau est à l'origine de l'arrêté municipal. L'opération aurait été victime de son succès et d'une trop grande affluence. Gérald Tessier, Lydie Marlin. Drapeau rouge en bord de Loire. Depuis ce week-end, les bassins de baignade sont fermés. Les analyses hebdomadaires de l'eau ont révélé la présence d'une bactérie toxique d'origine humaine. Inaugurées cette année, les 2 piscines ont été creusées dans le sable et sont alimentées par pompage des eaux du fleuve. Une eau non traitée donc, que la ville savait fragile. Pas de quoi toutefois remettre en cause un air de Loire, le programme estival d'animation. Un air de Loire en fait continue puisque c'est à la fois des bassins de baignade mais c'est aussi beaucoup d'animations, entre 3 et 7 animations par jour, tous les jours, des animations permanentes, des animations sur inscription, donc de toute façon un air de Loire continue. Hein. Les bassins de baignade c'est juste pendant 2-3 jours où voilà, il faut qu'on les vidange, qu'on nettoie, on s'y attendait et on travaille dessus. Dès cet après-midi, l'eau contaminée sera aspirée, les bassins nettoyés puis remplis à nouveau. L'opération devrait durer 2 jours pour une réouverture jeudi au public, heureusement peu nombreux vu le mauvais temps. Le système de régénération de l'eau devrait également être renforcé, sans certitude malgré tout que le problème ne survienne à nouveau. Après la découverte samedi dernier à Saint-Léger-des-Vignes dans la Nièvre du corps d'un homme à quelques kilomètres des bords de Loire, les premières pistes vers son identification sont avancées. Des effets personnels de la victime ont été retrouvés. Il pourrait s'agir d'un quinquagénaire habitant la Machine. Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui à l'Institut médico-légal de Clermont-Ferrand. Les moins de 16 ans devront être rentrés chez eux avant 22 h dans le quartier de la Croix-Verte à Autun, en Saône-et-Loire. C'est ce que prévoit l'arrêté municipal qui doit entrer en vigueur ce soir. Un couvre-feu voulu par la mairie d'Autun suite à des actes de vandalisme. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de ce soir. Un avion de tourisme s'est écrasé hier soir en décollant de l'aérodrome de Bron dans la banlieue lyonnaise. Les 2 occupants de l'appareil, âgés d'une 60aine et d'une 50aine d'années, ont été tués dans le crash. Ils devaient rejoindre Dijon à bord d'un avion biplace de collection North American T6. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Reportage. Du T6, il ne reste que quelques débris jaunes. Le biplace de collection s'est écrasé hier soir peu avant 18 h et quelques minutes après son départ de l'aérodrome de Lyon-Bron. Malheureusement, les 2 occupants de l'appareil sont décédés et probablement de façon violente et immédiate. Ce qu'on est sûr, c'est que cet avion était au décollage de l'aéroport de Bron et que pour une raison qui n'est pas déterminée, eh bien, il a chuté dans le champ juste à côté de l'aéroport. Parti de Calvi en Corse, l'appareil faisait un simple stop à Bron pour remplir ses réservoirs. Selon nos sources, l'avion a décroché lors de son virage à trop basse altitude. La tour de contrôle venait d'autoriser le pilote à effectuer un passage à contresens pour prendre la direction du nord vers Dijon, sa base de rattachement. Pierre-André Martel était aux commandes du Fox Alpha Zulu India Golf. Le patron de Caravelle, spécialiste du redressement d'entreprise, 137e fortune de France, était considéré dans le petit monde des pilotes d'avions de légende comme un aviateur expérimenté. Un avion qui devait aller se poser sur l'aérodrome de Darrois, donc près de Dijon. C'est là qu'Anne Berger et Daniel Vaccin sont allés recueillir quelques réactions ce matin, celle du président de l'aéroclub de Darrois. La dernière fois qu'on l'a côtoyé de presse, c'était le 3 juillet, pour le meeting de clôture des championnats de France de voltige. Et il rentrait d'un voyage aux États-Unis. Il était venu présenter son T6 devant la foule à Darrois. Alors, il y était déjà également en 2010. C'était quelqu'un de passionné, vraiment. Il venait chaque année quasiment. Parce qu'il avait son avion basé ici, qu'il aimait bien les gens de l'aéroclub, il aimait bien les gens de Darrois, qui lui rendaient bien d'ailleurs, parce que tout le monde l'appréciait fortement. Et par gentillesse et sympathie, il venait présenter son appareil pour faire le spectacle au milieu des autres.
Du 20 au 24 juillet prochain, Saint-Jean-de-Laune accueille les championnats d'Europe de canoë-kayak marathon. Plus de 400 inscrits sur les listes et une vingtaine de pays représentés pour cette manifestation sportive. On en parle dans un instant avec le président du comité d'organisation de ces championnats, Jean-Luc Soler. Bonjour. Bonjour. D'abord, on va faire un peu le point sur ce qu'est ce canoë-kayak marathon, une discipline sportive dont Pauline Gringenbach et Isabelle Rivière nous expliquent précisément la nature. Qui mieux que l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Denis Clay, pour nous expliquer en quoi consiste l'épreuve du kayak marathon. C'est parti, première étape, le matériel nécessaire, une pagaie double et un kayak monoplace. C'est je dirais le minimum qu'il faut avoir en marathon. Après, moi sur mon bateau, j'ai des poignées parce que c'est plus simple quand je le porte. Du coup, je le prends plus facilement. Et bon, voilà, une petite mousse sur le siège parce que j'ai mal aux fesses quand c'est un peu long. Une fois le matériel validé par les juges, car le kayak doit peser 8 kg minimum, il y a le parcours. Pour ces championnats d'Europe, les pagayeurs vont effectuer une boucle de 4 km, plusieurs fois en fonction de la catégorie. Les seniors devront tourner 7 fois et feront 32 km d'effort. À chaque boucle, on a une partie où on doit descendre de bateau, courir ou marcher, les athlètes font comme ils veulent, et on rembarque ensuite. Donc cette partie s'appelle le portage, c'est ce que nous on appelle dans le jargon du marathon le portage. Et disons que cette partie-là, ils doivent la faire une fois par tour. Le portage, c'est en fait la difficulté de cette discipline. C'est souvent à ce moment de la boucle que les participants creusent l'écart avec leurs adversaires. C'est une partie stratégique où il faut aller vite, mais aussi il faut aussi se ravitailler pendant la course, parce que si on ne boit pas assez pendant la course, on a des crampes à la fin. Donc voilà la partie un peu compliquée et un peu difficile à gérer pendant ce marathon. Pour finir, il y a la stratégie qui entre en jeu. À l'image d'une course cycliste en tête de peloton, chaque compétiteur profite du rythme des autres pour se laisser porter. On prend la vague et ça permet de s'économiser au niveau physique. Et puis après, on est un peu plus frais que la personne qui emmène le train pour accélérer au niveau des portages ou au niveau des virages. 400 participants venus de toute l'Europe vont s'affronter sur cette épreuve de canoë marathon. Jean-Luc Soler, un gros événement pour la ville de Saint-Jean-de-Laune. Vous en attendez d'importantes retombées économiques sur l'hôtellerie, sur la restauration? On attend des retombées économiques sur l'hôtellerie, la restauration, effectivement, en court terme, puis aussi vraisemblablement pour le futur. On espère que les touristes qui viennent aujourd'hui reviendront. En termes de public, vous comptez sur combien de personnes à peu près? On compte sur une vingtaine de milliers de personnes sur les 4 jours, étalées sur les 4 jours, avec une pointe dimanche prochain. La météo, elle risque d'influer là-dessus ou pas forcément? Si on n'a pas de pluie, tout ira bien. Cette discipline du marathon canoë, elle n'est pas très connue encore aujourd'hui. Mais écoutez, elle est pratiquée au niveau européen. Effectivement, ce n'est pas une discipline olympique, mais il y a eu en 2005 les championnats du monde à Périgueux. Donc c'est une discipline qui est bien implantée. Comment ça s'est passé? Comment ce championnat a atterri à Saint-Jean-de-Laune? Ce sont les élus en 2003 et le président du club de canoë-kayak qui ont posé la candidature de Saint-Jean-de-Laune et qui ont été la défendre à la fédération. On en parlait juste avant ce journal. Vous me disiez que Saint-Jean-de-Laune n'était plus le premier port de plaisance fluviale. Là, il s'est fait voler la vedette par Valence. Par Valence. Voilà. Du coup, vous trouvez qu'il y a peut-être une carte à jouer maintenant avec le canoë? On a une carte à jouer avec le canoë parce qu'on a un site vraiment exceptionnel et puis on a été les premiers à mettre en place aussi les parcours éco-pagayeurs et aujourd'hui on peut faire pas loin de 60 km de linéaire sur la Saône depuis Heuillet jusqu'à Sœurs. Donc on a vraiment un site exceptionnel. Votre ambition, ce serait quoi de faire de Saint-Jean-de-Laune la capitale bourguignonne du canoë-kayak? La capitale bourguignonne, oui. Ce serait une bonne ambition. Ça va commencer quand? De quelle manière exactement? Ça commence par les masters, mercredi. On aura ensuite jeudi l'ouverture officielle et on a les compétitions officielles du championnat d'Europe vendredi, samedi et dimanche. Beaucoup de participants, ça va venir de partout? Alors on a 22 nations inscrites et aujourd'hui à peu près 430 compétiteurs. Et vous pourriez organiser les prochains, ça ce sera possible? Vous allez déjà vous mettre sur la liste? Pas pour le moment, non. On va faire une pause. On vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette première édition. Rendez-vous donc à partir de mercredi. À partir de mercredi. Merci beaucoup.
Une cigogne en Alsace, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a bien longtemps qu'elle fait partie de l'histoire et du décor alsacien. En revanche, trouver le grand échassier en Saône-et-Loire, c'est plus étonnant. Et pourtant, la cigogne a pris l'habitude d'y nicher. Et pas seulement la cigogne blanche, sa cousine, la cigogne noire, a pris aussi ses quartiers d'été dans la région. 3 nids, je vais y arriver, ont été recensés cette année en Côte d'Or. C'est ce que nous emmène découvrir tout de suite notre page été. Elle est signée Michel Gillot, Jean-Louis Saintin et Christophe Gaillard. Alors, son âge, elle a plus de 35 jours, là, elle a 40 jours, je dirais. Les oiseaux que vous voyez à côté de moi, ces petits cigogneaux, ne sont pas morts, mais bel et bien vivants. Simplement, ils sont très sages. Ils attendent leur tour d'être bagués. On les a pris au nid tout à l'heure, il y a quelques instants. Et puis cette opération va servir à suivre leur vie et leur parcours dans les années qui viennent. Je vous propose donc de partir à la découverte de 2 oiseaux, la cigogne blanche, celle-ci, et puis tout à l'heure, la cigogne noire. Au fond d'un jardin, le tronc d'un peuplier mort et au sommet de ce tronc, un gros nid où sont nés 4 cigogneaux. Aujourd'hui, ce lieu est l'attraction du voisinage car une opération de bagage va s'y dérouler avec le concours d'une nacelle mise à disposition par ERDF. Ce nid a été bâti il y a 6 ans et depuis, il est réinvesti chaque année au printemps. En Saône-et-Loire, les installations de cigognes blanches sont devenues courantes ces dernières années. C'est le premier nid du Val-de-Saône, ici. Et puis quasiment tous les ans, depuis, il y a un nid supplémentaire qui s'établit dans le Val-de-Saône, ou cette année, il y en a dans la vallée de la Deûne. Il y en a aussi sur la vallée de la Grosne. Donc là, dans le Val-de-Saône, on va arriver presque à une petite dizaine de nids. Ce qui fait qu'en tout, en Saône-et-Loire, maintenant, on arrive à une quarantaine de nids de cigognes. Comme la bague n'est pas lisible de loin, après, elles vont avoir une bague en plastique. J'ai commencé à les baguer dès la première année où elles sont installées, donc en 2005. Et donc là, avec les jeunes que j'ai bagués aujourd'hui, ça fait 23 jeunes qui ont été produits sur ce nid et qui ont tous été bagués. Non mais j'ai des mesures à faire, mais il faudrait qu'elles se calment et qu'elles se plient, mais je ne voudrais pas forcer. Allez, assis-toi. Voilà, là y est. Vous venez les regarder tous les jours? Il y a l'habitude. Ça ne me fait pas de mal, ça. Ni dans les jardins, ni rien du tout. Mais les grenouilles, elles mangent les grenouilles. On pense qu'elles mangent que des grenouilles, mais elles mangent campagnols, grenouilles, gros insectes. On les verra pas dans les grandes plaines céréalières où il n'y a plus rien. Courant août, les cigogneaux partiront du nid. Un peu plus tard, ce sera la traditionnelle migration vers l'Afrique tropicale. Changement de décor. Des prairies du Val-de-Saône à la forêt du Châtillonnais et de la cigogne blanche à la cigogne noire. Benoît Boquet, grimpeur de l'ONF, est arrivé au nid, perché à une dizaine de mètres dans un chêne. Là encore, les petits sont descendus pour être mesurés sous toutes les coutures et bagués. La cigogne noire fait l'objet d'un programme scientifique piloté par l'ONF et financé par les régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Autrefois seulement présente en Europe de l'Est, elle vient nicher en France depuis une quinzaine d'années. Les pratiques forestières ont été modifiées dans les pays de l'Est, ce qui a permis une progression de l'espèce. Et à partir de là, elle a établi des têtes de pont en France. Et à partir de ces têtes de pont, elle se répand petit à petit, donc un peu plus même que dans le quart nord-est. Oui, c'est ça. Non, mais elle aurait pu s'exprimer. Ce qu'il veut dire, ce cigogneau, c'est d'abord que la cigogne noire est bien plus rare que la blanche. 28 nids seulement recensés dans le quart nord-est. C'est une espèce forestière, mais qui vient se nourrir dans les petites vallées humides aux alentours, et elle ne plaisante pas sur la qualité de l'eau. Nous sommes à une époque où protéger une espèce n'est pas suffisant. Il faut protéger les milieux qu'elle fréquente, parce que c'est ça qui va permettre qu'elle reste ou non. Donc d'une part, les forestiers protègent les sites de nidification quand ils sont connus, en adaptant les travaux forestiers. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'avec le monde agricole, on puisse aussi protéger, c'est-à-dire maintenir comme c'est maintenant, ces petites vallées bordées de prairies. Après la pêche, un adulte revient au nid nourrir sa progéniture dans les grandes forêts du Châtillonnais, tandis qu'en Saône-et-Loire, le soir tombe sur le vieux peuplier du Val-de-Saône. Noire et blanche, les 2 cigognes sont donc présentes en Bourgogne pour le plus grand plaisir des yeux. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Vous retrouvez l'essentiel de l'info régionale sur notre site internet france3.fr. Prochaine édition ce soir, 19h. Très bon après-midi à tous.